Bonjour à tous et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Franceline Marano et Fabien Spinazzi. Alors, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, Franceline Marano est biologiste et toxicologue. Elle a longtemps été experte auprès du Haut Conseil de santé publique. Elle a participé notamment à la rédaction de 4 plans santé-environnement. Et aujourd'hui, elle est la vice-présidente du comité d'experts santé-environnement de Santé publique France et professeure émérite à l'université Paris-Cité. Fabien Squinazzi, que nombre d'adhérents de la JE connaissent, est médecin biologiste. Il préside aujourd'hui la commission risques environnementaux du Haut Conseil de santé publique. Leur activité à tous les deux aujourd'hui est la publication de ce livre dont vous avez la copie de la couverture dans les fichiers à télécharger. Le livre intitulé Les crises sanitaires environnementales, comment les éviter, publié par les éditions Quail. Alors, pour résumer rapidement et sans divulgacher, je vous dirais que la trame de cet ouvrage est simple. En analysant des accidents industriels bien connus, des scandales environnementaux et sanitaires non bien connus et l'émergence de plusieurs problèmes à venir, ces deux spécialistes montrent le caractère inadéquat de nos systèmes de surveillance, de prévention et de gestion des crises sanitaires environnementales. En gros, nous n'avons rien appris des crises du passé alors que les outils d'amélioration existent. Et si vous le voulez bien, je vous propose que on commence par un trilogue d'environ 3/4 d'heure entre moi, Francine Marano et Fabien Spinazzi, et puis j'ouvrirai ensuite, dans 3 bons quarts d'heure, la séance de questions-réponses. Alors, Francine Marano, question bête que posent les animateurs de toute émission littéraire, pourquoi cet essai? Merci Valérie d'abord de nous avoir invités à présenter cet ouvrage. En fait, ce sont les éditions Quae qui sont des éditions scientifiques réunissant les éditions plus anciennes de l'INRA, de l'IRD, du CIRAD également, qui m'ont sollicité pour cet ouvrage. J'avais déjà écrit pour eux deux autres ouvrages précédemment et je ne souhaitais pas le faire seul. Donc j'ai proposé à Fabien, nous avons l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps, en particulier au Conseil de santé publique. Et je lui ai proposé d'écrire ensemble l'ouvrage. En fait, la demande des éditions Quae faisait suite à la crise Covid-19. J'avais échangé avec eux sur le rôle que nous avions joué au Conseil de santé publique en réponse aux saisines très très fréquentes, quasi tous les jours pendant les premiers mois de la crise au Conseil de santé publique. Nous avions participé tous les deux, Fabien et moi, à au groupe de crise qui s'était mis en place au Conseil de santé publique, en particulier sur la thématique de la prévention, hein. Et donc, c'était à la suite de ça que les éditions Quae ont formulé cette demande, mais nous avons voulu l'élargir, et en particulier aux crises anciennes, afin de mieux comprendre pourquoi on n'arrivait pas, encore maintenant, alors qu'on avait, comme vous l'avez dit, tous les outils pour ça, traiter correctement les crises sanitaires d'origine environnementale. Et nous avons proposé donc trois types de crises avec des analyses très pratiques, hein, c'est-à-dire en suivant comment s'étaient déroulées les crises, des crises liées aux accidents industriels. Alors nous avons choisi Seveso, AZF et Lubrizol, les crises associées à des pollutions chroniques, et nous avons choisi celles qui sont les mieux connues en quelque sorte, amiante, chlordécone et plomb. Et puis enfin, les crises provoquées par des épidémies d'origine environnementale, et pas seulement, bien sûr, pour Covid-19, donc légionellose et Covid-19. Et donc, ce travail nous a pris quasiment un an. Et il y a eu un très, très gros travail de lecture aussi qui a été réalisé par les éditions, quoi. Alors, Fabien Squinazzi, pardonnez-moi, est-ce qu'on peut établir lister des points communs dans le déroulement de toutes ces crises qu'a évoquées Francine Marano? Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, et merci aussi pour votre invitation, l'intérêt du choix de ces crises, c'est que nous en avons vécu certaines d'entre elles. Nous étions même parfois au cœur de ces crises
Et donc, c'était intéressant, effectivement, d'analyser et de décortiquer un petit peu ces crises et d'essayer de comprendre les failles et surtout les points communs qu'il y avait entre ces crises. Alors, j'ai relevé trois points communs. Le premier, c'est que pour certains risques, ils étaient déjà connus depuis très longtemps, mais ils ont été négligés malgré les différentes alertes, notamment par des lanceurs d'alerte. Donc, des risques déjà connus, mais finalement complètement négligés et qui reviennent à la surface. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure d'en reparler, notamment avec le problème du plomb. Le deuxième point commun, c'est le rôle des industriels. On a constaté qu'ils ne répondent pas finalement à des besoins sociétaux, mais à leurs propres besoins, et donc vont négliger finalement ou tenter comment dire, de passer au travers de ces risques par du lobbying, et on l'a constaté dans plusieurs de ces crises. Et puis le troisième point commun, ce sont les experts qui donnent des avis. On a aussi des retours d'expérience. Parfois, d'une crise à l'autre, on a des retours d'expérience, mais ils ne sont pas pris en considération. Et donc, les pouvoirs publics ne prennent pas toujours en compte, finalement, ces avis ou ces retours d'expérience, et on recommence de nouveau à tomber dans le même système. Voilà les trois types de points communs qu'on a pu constater dans ces différentes crises que nous avons analysées. Et c'est tout à fait dommageable, Francis Marano, parce que finalement, ces crises environnementales ont souvent des conséquences sanitaires importantes. Oui, tout à fait, hein. Effectivement, c'est d'ailleurs très frappant quand on regarde de près, et on va en prendre des exemples pour mieux comprendre hein, ces cheminements et pourquoi on est arrivé à donc, ces constats. En fait, on a les éléments pour pouvoir répondre aux crises, mais la suivante arrive comme si on avait oublié ce qui s'était passé avant. Et ça a été vraiment caractéristique avec la crise Covid-19, hein, puisqu'il y avait eu auparavant donc la crise H1N1. On avait mis tous les outils en place pour pouvoir gérer une nouvelle crise provenant d'un risque sanitaire émergent comme un virus, hein, comme ça a été le cas avec le SARS-CoV-2. Et bon, en fait, on s'est rendu compte que bien, finalement, on avait oublié et que on s'est retrouvé dans la même situation que dans la crise précédente, sans moyen pour prévenir. Donc, on en parlera tout à l'heure. Alors, les conséquences qu'on a vues quand même et qui donc sont positives, hein, c'est que sur les crises qui se sont passées dans la deuxième moitié du XXe siècle, hein, eh bien, à la fin du XXe siècle, en France, mais aussi en Europe, on a eu la création des agences, hein. Elles datent de la fin du XXe siècle avec l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité des aliments, de l'environnement et du travail, l'INVS, hein, l'Institut de veille sanitaire, qui maintenant est devenu Santé publique France, et le Haut Conseil de santé publique, qui faisait suite à la première agence, si on peut parler comme ça, qui est le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, la première agence qui a été créée, elle, au début du XXe siècle. Et le Haut Conseil, donc, a été, lui, recréé après la fin de cette ancienne agence, en quelque sorte, cet ancien conseil. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ces agences avaient bien sûr été créées, mais elles travaillaient en silo, c'est-à-dire que chacune avait son territoire, avec d'ailleurs malheureusement souvent des recouvrements de territoires, par exemple entre l'ANSES et le Haut Conseil de santé publique, voire avec Santé publique France. Et c'était tout à fait dommageable. Et nous avons considéré qu'il fallait absolument donc faire en sorte qu'il y ait une coordination. Alors cette coordination, on a réussi à la mettre en place entre le Haut Conseil de santé publique et Santé publique France et surtout avec l'ANSES, hein. Donc ça commence à mieux fonctionner. Et ceci, ces dernières années, il y a eu un vrai effort autour de ça. Mais il y a encore du travail, hein. Il y a des trous dans la raquette. Alors, ce qui apparaît aussi, c'est que
il y a une montée en puissance des associations de défense de la santé et de l'environnement. Ça a été absolument frappant dans la seconde moitié du XXe siècle. Et depuis donc le XXIe, on le voit qu'elle se judiciarise de plus en plus. Elle n'hésite pas à porter plainte et à faire en sorte de pousser l'État, voire les collectivités, voire les industriels à agir pour qu'il y ait des décisions plus rapides, hein. Et donc ça, c'est un changement qui est tout à fait important. Enfin, le rôle des médias est absolument essentiel. Il a pris des proportions tout à fait évidentes au cours de toutes ces années, hein. Et ce qui nous a inquiétés, c'est l'émergence, par contre, des réseaux sociaux, surtout pendant la crise Covid, mais aussi pendant la crise Lubrizol, ça a été très clair, qui joue un rôle qui peut être totalement néfaste avec la propagation de fake news. Et nous aimerions bien, à la fin de cette donc réunion, pouvoir discuter avec vous, les journalistes, sur comment améliorer ça pour qu'il y ait aussi, pour certains journalistes, une meilleure professionnalisation scientifique. Est-ce que- Alors, on va traiter en fait de deux crises, de deux, en fait, plutôt, donc excusez-moi, de deux types de crises, hein, dans le cadre de cette discussion. On a voulu vous montrer comment nous avions travaillé et ce qui apparaissait dans le livre. On va, dans un premier temps, et c'est moi qui vais le faire, comparer les crises amiante et chlordécone, hein. Et puis Fabien traitera de la crise des habitats insalubres et du plomb à Paris, et également de la gestion de la crise Covid-19 au Conseil de santé publique. Alors, sur l'amiante et le chlordécone, est-ce qu'on peut faire des comparaisons qui auraient raison? Oui, effectivement, c'est moi qui fais l'analyse de ces deux crises. Il faut dire que je connaissais très bien la crise de l'amiante parce que j'ai passé une grande partie de ma carrière scientifique en tant que donc, professeur à l'université Paris Diderot sur le site de Jussieu, hein. Et j'ai fait partie des experts de l'amiante pendant toute une période avant que nous quittions ce site. Donc j'ai vu de près comment s'est déroulée cette crise de l'amiante et j'ai connu quasiment tous les protagonistes. Alors, pour chlordécone, c'est plutôt à travers le fait que je présidais un groupe de suivi du plan national santé-environnement, enfin des plans nationaux santé-environnement 2 et 3, que j'ai participé à l'élaboration du quatrième, où donc les plans chlordécone étaient rattachés et on nous présentait les évolutions. Donc, ce qui apparaît vraiment, alors en faisant l'analyse de ces deux crises, qui ont l'air d'être très différentes et pourtant, elles ont vraiment des cheminements qui sont tout à fait comparables. Eh bien, en fait, donc elles se sont déroulées toutes les deux à la au cours de la deuxième partie du XXe siècle, très liées en fait donc aux 30 glorieuses, comme on les appelle, au développement industriel. Il y a eu aussi pour l'amiante la reconstruction après la guerre, hein, et pour le chlordécone au productivisme agroalimentaire et qui en fait bon, a développé tout ce qu'on sait autour des pesticides et qui pose actuellement tous les problèmes qu'on voit apparaître à travers les crises avec l'agrochimie, hein. Alors, les points qui sont clairs et qui sont communs aux deux crises, c'est que d'abord, dans les deux cas, que ce soit pour l'amiante ou le chlordécone, la toxicité pour l'homme et l'environnement était connue bien avant l'interdiction finale. Pour l'amiante, on connaissait ça depuis le début du XXe siècle, hein, pour les travailleurs. Et donc, en fait, le lien avec le mésothéliome, le cancer de la plaie, est connu dès les années 1970 et le classement cancérigène certain donc, pour euh, l'amiante date par le CIRC, hein, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, date de 1976. Or, l'amiante a été interdite en France
en 1997. Bon, vous voyez le temps qu'il a fallu, alors qu'on connaît des effets sur la santé, eh bien, il y ait finalement une interdiction à la suite d'une expertise collective de l'INSERM qui montrait qu'il n'y avait pas d'effet seuil, hein, donc un effet sans seuil pour le cancer. Pour la chlordécone, c'est pareil, hein. La chlordécone, c'est la matière active, hein, du chlordécone qui a porté un certain nombre de noms. Le dossier toxicologique aux USA datait des années 50. Il montrait clairement sur les tests qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire sur le rat, euh, qu'il y avait des graves effets, et en particulier sur les reins, sur le foie, sur le système nerveux central. Il y a eu un accident majeur dans une usine de fabrication de chlordécone à Hopewell, dans les années 70, au début des années 70, et avec une intoxication des travailleurs, des effets comparables à ceux qu'on avait montrés sur le rat 20 ans plus tôt, une contamination de l'environnement, avec donc en particulier des contaminations de poissons à travers la chaîne alimentaire. Et du coup, une réponse rapide de l'EPA, c'est-à-dire Environmental Protection Agency américaine, en conduisant à une interdiction dans les années 70, qui a été ensuite suivie par toute l'Europe, sauf la France, qui a donc continué à utiliser excusez-moi, le chlordécone aux Antilles. Donc, dans ces deux cas, on voit qu'il y avait des effets donc, toxiques qui étaient évidents, vous connaissez très bien. Il y avait eu donc la chlordécone vraiment des intoxications massives de travailleurs et d'environnement, une persistance dans l'environnement qui a été aussi démontrée, et pourtant, en France, on a continué à l'utiliser. Alors, dans les deux cas, ce qui est apparu à travers la comparaison, c'est un lobbying intense des industriels, hein, pour l'amiante, hein, qui considéraient qu'il y avait effectivement une connaissance sur les effets chez les travailleurs, donc que les travailleurs devaient se protéger, mais qu'il niait les effets environnementaux généraux et qu'il niait les effets des faibles doses. Dans le cas de chlordécone, ce sont les planteurs de bananes. Donc, avec le chlordécone, c'est la forme donc commerciale, excusez-moi, auprès des pouvoirs publics, des politiques, de certains experts également, et qui a conduit à laisser, pour l'État, à laisser faire pour des raisons économiques de court terme. Et là, le rôle des politiques a été vraiment ambigu. Alors, il y a eu aussi un autre point qui était important, des débats autour de la question des faibles doses. Et ceci, là, c'était le rôle des scientifiques et des experts, parce que effectivement, pendant une période assez longue, autant dans le domaine de la toxicologie, en tout cas, on considérait qu'il y avait des seuils à partir desquels il n'y avait aucun effet possible. C'était donc les investigations toxicologiques qui étaient réalisées, comme je l'ai dit, essentiellement sur des animaux de laboratoire, les rats, et qui permettaient de déterminer des seuils au-dessous duquel on pouvait considérer qu'il n'y avait pas de problématique pour l'utilisation. Alors, avec bien sûr donc on prenait enfin pour les risques, on prenait des diminutions de concentration par rapport au seuil qui était déterminé. Voilà. Donc, il a fallu vraiment donc les travaux conjoints des épidémiologistes et de certains toxicologues pour considérer que dans le cas du risque cancer, par exemple, il n'y avait pas de seuil possible déterminé. Et quand un produit était considéré cancérigène, il fallait vraiment ou l'interdire ou en prendre le maximum de précautions. S'il y avait, on continuait à l'utiliser, en tout cas pas pour donc vers le grand public, hein. Alors, un autre point qui est important à considérer, c'est le rôle important des lanceurs d'alerte, en particulier pour l'amiante, avec le comité anti-amiante de Jussieu. Il y a eu un rôle tout à fait important d'un de mes collègues qui est décédé depuis longtemps, avec lequel j'ai travaillé, Henri Pézra, qui était un
physicien, directeur de recherche au CNRS, et qui était un spécialiste de la réactivité de surface, et qui a été le premier à donc lancer en quelque sorte l'alerte à Jussieu en considérant que les flocages étaient en train de se désagréger et qu'il y avait des risques importants de contamination de ceux qui travaillaient sur le campus, que ce soit les personnels ou les étudiants. Et donc, ça a été vraiment là, très fortement ensuite utile pour faire en sorte que la prise enfin, les médias en particulier prennent en charge cette problématique, l'amplifient et que les politiques enfin comprennent qu'il y avait un risque amiante tout à fait important, en particulier sur ce campus, mais pas seulement, sur tous les établissements qui avaient été floqués à l'amiante pendant les 30 glorieuses. Et pour le chlordécone, eh bien, ça a été que beaucoup aussi les experts, les scientifiques de l'INRAE sur la persistance dans l'environnement et donc l'accumulation dans la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons ou les végétaux aussi, qui ont joué un rôle d'alerte important aux Antilles. Et puis pour les épidémiologistes, Luc Multinier, directeur de recherche à l'INSERM, qui a été vraiment un lanceur d'alerte pour mettre en relation l'imprégnation de la population et le cancer de la prostate. Enfin, bon, ce qu'on a pu constater dans ces deux comparaisons de crise, hein, amiante et chlordécone, c'est la difficulté pour l'État à prendre une décision définitive. Hein. Donc en hésitant entre le court terme, c'est-à-dire les intérêts économiques, croyant ceux qui disaient, bon, mais finalement, mais pour les faibles doses, il n'y a pas de souci. Et et puis finalement, donc une prise de décision qui se fait, à travers disons, les pressions venant à la fois des associations, des lanceurs d'alerte et des médias. Alors, donc, ceci a conduit en tout cas à la création face à l'État d'associations de victimes comme l'Andeva pour l'amiante et donc Phyto-Victimes pour le chlordécone, des batailles juridiques sans fin hein, qui n'ont toujours pas terminé dans les deux cas et la réponse de l'État qui se fait à travers des plans qui souvent sont peu satisfaisants pour les victimes. Et en conséquence, une perte de confiance de la population vis-à-vis des paroles publiques, scientifiques. Et bon, on voit bien ceci encore maintenant avec l'exemple des pesticides, des PFAS, des et nanoplastiques qui semblent suivre un petit peu le même schéma, même si maintenant on voit qu'il y a tout de suite une médiatisation, un rôle des associations qui entrent en puissance, en association d'ailleurs en général avec les scientifiques qui sont les premiers à lancer les alertes. Alors, Fabien Squinazzi, vous vous êtes intéressé à d'autres sujets. Oui. On va d'abord parler du saturnisme infantile que l'on croyait disparu et qu'en fait, des crises récentes ont montré qu'il était malheureusement toujours présent. C'est un phénomène imputable largement à la présence de vieilles peintures au plomb. Euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui quantifier le problème et imaginer des solutions? Alors, effectivement, dans le livre, j'ai raconté cette histoire. En fait, c'était au tout début de ma carrière à la mairie de Paris. Je venais d'arriver et deux ans après mon arrivée, nous étions appelés par des médecins de l'hôpital Trousseau, des pédiatres, qui avaient constaté des intoxications par le plomb chez des enfants par le dosage de la plombémie. Et ils se demandaient pourquoi ces enfants étaient intoxiqués. Et donc, au départ, on avait pensé au problème des canalisations en plomb dans des immeubles où ils habitaient. Ils habitaient dans le 11e arrondissement, donc il y a de vieux immeubles. Et en fait, on a mené l'enquête et cette enquête m'a passionné parce qu'on est arrivé à découvrir que l'intoxication provenait de ces peintures anciennes qui s'écaillaient par la poussière ou les écailles. Les enfants ingéraient
du plomb acidosoluble qui est solubilisé dans l'estomac et qui traversait la barrière gastrique. Et en regardant un petit peu ce type de peinture, on s'est aperçu que c'était une peinture à la céruse. Et donc on est remonté un siècle plus tôt pour s'apercevoir que c'était déjà largement connu et que là, nous découvrions comme ça, de manière par hasard, un problème d'intoxication, mais qui avait déjà touché notamment les ouvriers qui préparaient, qui fabriquaient la céruse. Et en France, il y avait au XIXe siècle des usines qui fabriquaient de la céruse avec des conditions épouvantables d'exposition au plomb de ces ouvriers, et aussi les peintres en bâtiment qui utilisaient aussi cette poudre pour préparer leur peinture sur le chantier. Et on s'est aperçu dans la littérature les problèmes d'intoxication de ces ouvriers et de ces peintres qui étaient tout à fait dramatiques. Et en regardant aussi, on n'a pas compris pourquoi ce toxique n'avait pas été interdit. Et on s'est aperçu, un petit peu comme on disait tout à l'heure, un genre de lobbying industriel, notamment des cerisiers qui étaient très bien implantés et qui empêchait finalement d'interdire ce produit. Mais aussi, il y avait un certain accommodement des pouvoirs publics, également des ouvriers, des peintres en bâtiment qui aimaient bien cette peinture, ce qui fait que cette céruse a persisté dans le temps. Pour tomber en désuétude après la Seconde Guerre mondiale et en fait n'a jamais été interdite. Ce produit toxique n'a jamais été interdit, il était simplement parmi les différentes lois, et il y a eu des hauts et des bas donc dans l'histoire, on a plutôt interdit l'utilisation de cette peinture, notamment aux ouvriers peintres, mais on n'a pas interdit sa fabrication. Il y avait beaucoup d'usines en France qui continuaient à produire cette céruse. Alors, cette histoire nous a montré que finalement, un siècle plus tard, eh bien, cette peinture à la céruse qui avait été largement utilisée dans les bâtiments et dans différents endroits, mais notamment dans les bâtiments, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments, eh bien, avec le temps, cette peinture, qui était pourtant très solide, finissait par l'humidité des logements et l'insalubrité des logements, eh bien, cette peinture finissait par éclater, faire des écailles, de la poussière, et les enfants donc arrachaient ces écailles et sur leurs mains, on a montré que sur leurs mains, il y avait aussi de la poussière de céruse qui, en portant à leur bouche, se contaminait. Alors, on est passé en fait d'une crise sanitaire professionnelle avec ces ouvriers sérusiers, les peintres en bâtiment, à une crise sanitaire environnementale avec des enfants qui s'intoxiquaient. Et donc, on pourrait dire, enfin moi j'étais un petit peu nouveau dans le métier, et je m'étais dit, finalement, ben voilà, on a trouvé la cause de l'intoxication des enfants. On sait que c'est dans leur habitat qu'ils s'intoxiquent avec cette peinture ancienne et dégradée, et donc on va pouvoir trouver des solutions. Eh bien, malheureusement, non. D'abord, on a eu un déni. On n'a pas accepté que ce soit la peinture, donc on nous a fait penser que ça pouvait être des marabouts qui intoxiquaient les enfants, que c'était d'autres causes liées donc au plomb et non pas cette peinture. Et donc on s'est heurté finalement à ce moment-là à des difficultés pour faire passer ce message sanitaire, même au sein des pouvoirs publics, même au sein du ministère de la Santé à cette époque-là. Et donc il a fallu attendre une dizaine d'années pour que les propriétaires donc de ces logements soient obligés par le préfet à faire des travaux pour éviter l'accessibilité du plomb aux enfants et de faire également un constat d'exposition au plomb dans les locations et puis ensuite pour les ventes de biens immobiliers. Alors, il y a eu un dépistage énorme qui a été fait à ce moment-là des enfants parce qu'il fallait trouver d'abord les formes graves de ces enfants et nécessiter des traitements hospitaliers de chélation. Mais il y a eu des milliers d'enfants. Et je voudrais simplement dire que dans les années 80, quand on a démarré, le seuil de la plombémie, qui était le seuil d'intoxication, était à 250 microgrammes par litre. Et aujourd'hui, il est à 50. Donc, ce qui veut dire que à cette époque-là, on a laissé passer en fait
par le fait qu'on avait moins de connaissances scientifiques sur l'intoxication des enfants, on a laissé passer beaucoup d'enfants qui ont été intoxiqués avec des conséquences sur leur apprentissage scolaire, sur la diminution du quotient intellectuel, des problèmes également d'anémie chez les enfants chroniques. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut encore quantifier? Eh bien, on a fait un bilan au Conseil de la santé publique quand on a fait l'évaluation des plans santé-environnement dont on parlait tout à l'heure. Et dans cette évaluation, on a montré eh bien, que le dépistage en France, encore aujourd'hui, était très hétérogène. La ville de Paris avait été la pionnière hein, dans ce dépistage des enfants. Aujourd'hui, c'est très hétérogène d'une région à l'autre. Et donc, Santé publique France montre qu'il y a environ entre 500 à 700 cas annuels qui sont diagnostiqués. Probablement, il y en a beaucoup plus. Et donc, ce problème n'est pas terminé. Certes, on a beaucoup fait d'actions sur l'habitat pour lutter contre l'insalubrité, pour trouver des solutions pour protéger les peintures, éviter que les enfants aient accès à cette peinture toxique. Mais malgré tout, on a encore des enfants qui restent intoxiqués. Et pourtant, on a démarré ce dépistage, je le rappelle, au milieu des années 80. Voilà ce que je pouvais dire sur ces deux crises où on voit bien, au travers de ce qu'on a montré tout à l'heure pour l'amiante et chlordécone, eh bien, toujours ce lobby industriel. Et donc, cette peinture, finalement, au plomb, a été interdite en 1993. Donc, l'interdiction est arrivée en 1993, beaucoup trop tardivement. Bon, maintenant, cette peinture était évidemment tombée en désuétude, elle était beaucoup moins utilisée. Et je voulais dire aussi, ce qui est intéressant d'apporter aussi comme information, c'est qu'à l'époque de cette crise donc sanitaire professionnelle, il y avait une alternative on pouvait utiliser, un architecte avait développé un autre produit qui s'appelait le blanc de zinc, qui était beaucoup moins toxique que le blanc de céruse. Et malgré tout, on a tout fait pour empêcher l'utilisation de cette alternative beaucoup moins toxique parce qu'il y avait du lobbying. Et même les peintres n'aimaient pas non plus le blanc de zinc et donc l'utilisaient beaucoup moins. Voilà les quelques mots que je peux dire. On reviendra tout à l'heure évidemment sur les constats de ces différentes crises. Alors, si vous voulez, je peux poursuivre par la crise Covid. Poursuivez, je vous en prie. Voilà. Alors, la crise Covid, on l'a vécue donc vraiment au cœur hein, du dispositif, puisque bon, je voulais vous rappeler qu'on est en janvier 2020. Le nouveau coronavirus est décrit en Chine. Euh, on s'en préoccupe pas beaucoup en France. Il arrive en Italie du Nord, où là, les hôpitaux sont complètement débordés, mais nous, on dit dans les médias qu'on a de très bons services de réanimation et qu'on va traiter le problème sans souci. Et puis, quand il arrive en France, quand le virus s'installe en France, eh bien, on est très vite débordé par manque d'anticipation. On n'était pas préparé du tout. Et donc, on est débordé comme les autres pays. Et en fait, on commence à surveiller l'entrée de ce virus et donc on repère les personnes infectées, les personnes contact. Donc, il y a quelques exemples en France. Au début, on arrive à circonscrire. Et puis, un événement qui va se passer près de Strasbourg, une communauté religieuse où il y a 2500 personnes. Et là, le virus diffuse largement en France et c'est beaucoup trop tard. Alors, la difficulté, c'est que c'était un nouveau virus. Donc, on peut dire qu'on a eu une primo-infection de toute une population et qui a conduit à ce confinement généralisé qu'on a connu, avec tous les inconvénients de ce confinement, de cette mise à l'abri des populations, la fermeture des commerces, le fait de rester à la maison, les enfants qui n'allaient plus à l'école. En fait, faute d'anticipation et faute aussi de moyens de prévention, alors qu'on avait s'était préparé à une pandémie grippale et qu'on avait mis en place tous les moyens, eh bien, malgré tout, on a dû au Conseil de la santé publique rédiger en catastrophe des protocoles sanitaires
pour le déconfinement au mois de mai, pour la reprise de l'activité. Et donc, on a été à préparer un certain nombre de protocoles sanitaires pour les écoles, pour d'autres établissements recevant du public, très, très largement. Alors, en fait, le Haut Conseil donc a mis en place ces groupes de travail, mais ce qu'il faut dire aussi avec ce virus émergent, c'est que les connaissances ont évolué. Et donc, pour la population, on a donné des moyens de prévention. Et donc, ce qu'a retenu la population, c'était la distance entre les personnes. On se rappelle bien des marques que l'on mettait dans les espaces à l'extérieur pour avoir cette distance de 1 mètre entre les personnes. On avait bien compris le gel hydroalcoolique, qu'il fallait se désinfecter les mains. Mais par contre, le port du masque a été très mal vécu ou apprécié par la population. Je vous rappelle que le port du masque, au départ, on a dit qu'il était inutile. En plus, après, c'est devenu un accessoire et ensuite, il est devenu obligatoire. Et donc, la population a eu du mal à suivre et surtout que la situation épidémique variait dans le temps. Et donc, il fallait trouver des protocoles différents. Donc, difficile, on vivait finalement avec ce virus. Et donc, les moyens de prévention auprès de la population n'étaient pas toujours finalement bien appréhendés. Et combien d'entre nous ont vu que les personnes qui portaient très mal le masque, parce qu'on n'a fait aucune éducation sur le port du masque. Et donc, c'était vraiment un moyen de prévention qui a été mal utilisé. Et puis, quand on a connu aussi que ce virus ne s'en transmettait pas par contact direct au départ, mais pas à distance, dans un espace clos, et qu'il fallait mettre en avant des problèmes d'aération, de ventilation, on s'est aperçu qu'en France, eh bien, on avait peu d'endroits où il y avait des systèmes de ventilation qui fonctionnaient correctement. Et donc, ça a été assez compliqué de proposer des problèmes d'aération régulière pour évacuer, éliminer ce virus. Je dois dire aussi qu'on n'a pas été très aidé à cette époque au Conseil de la santé publique dans les médias parce que on a appelé ça un petit peu la cacophonie, parce que chacun venait dans les médias raconter un petit peu ce qu'il pensait. Et donc, on était parfois en décalage entre ce que disaient certains experts autoproclamés dans les médias et ce que nous, au Conseil, nous travaillons avec la littérature scientifique, en groupe d'experts, pour donner des éléments qui collaient le mieux, finalement, à la situation épidémique. Et je dois dire aussi un exemple, le problème des médias, c'est qu'au départ, on a parlé de ce virus comme résistant dans l'environnement, et donc on le trouvait sur les surfaces, dans les emballages, sur les différents types de produits alimentaires, etc. Et il y a eu un peu un genre d'hystérie, de désinfection par rapport à cette contamination. Et donc, toutes les personnes ont utilisé de manière inutile, dangereuse, et un peu de manière effrénée ces produits désinfectants qui étaient tout à fait inutiles. À cette époque-là, un simple nettoyage était suffisant. Et donc, on a eu comme ça des décalages entre l'état de la science et ce qu'on pouvait dire de la science, et puis les, les informations qui circulaient dans les médias, dans les réseaux sociaux, où on parlait de différentes choses. Bon, l'arrivée du vaccin à la fin de l'année 2020 a un petit peu modifié la donne. Et donc, mais on va se rappeler le pass sanitaire où on devait se faire être vacciné pour aller dans tel ou tel établissement. Donc, ça a été aussi une période assez compliquée. Je pense aussi aux professionnels de santé qui on a obligé d'être vaccinés. Donc, il y a eu beaucoup de réticences. Et puis finalement, ben, on a appris au bout d'un certain temps, après ces périodes de confinement, reconfinement, de stratégies un petit peu différentes en fonction des variants du virus,
de vivre avec ce virus. Et aujourd'hui, c'est peut-être la réponse à la circulation du virus qui continue toujours de circuler. C'est la notion de vivre avec le virus. Je dois dire aussi que pendant cette période, on a constaté l'impact de la pollution atmosphérique. Avec Francine, on a publié un article qui montrait que la pollution atmosphérique aggravait l'infection virale, hein, donc par ce coronavirus, et qu'on avait cette corrélation entre des niveaux de pollution atmosphérique et le niveau des infections virales. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, ce qu'on a pu rapporter donc de ces crises et comment donc nous avons vécu, en tout cas pour ma part, ces deux crises principales. On a parlé aussi de la légionellose. Euh, on en dit un mot, enfin on en parle dans le livre, et je dois dire par rapport à la légionellose aussi, qui est une crise infectieuse, donc une maladie infectieuse d'origine environnementale, qu'en 2023, eh bien, le nombre de cas de légionellose a été le plus important depuis le début de la surveillance, depuis les années 90. Et pourtant, médiatiquement, on n'en parle pas. Pourtant, il y a des moyens de prévention. Il y a des personnes qui meurent de la légionellose, le taux de létalité de 10% par rapport aux 2000 cas, 2200 cas, le nombre de cas qu'on a eu en 2023. Et pourtant, on en parle très peu, alors que les moyens de prévention existent. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots sur cette description des crises. Merci. Vous avez tous les deux finalement posé le diagnostic sur les crises que vous avez évoquées. Alors, malgré tout, existe-t-il des moyens de rétablir la confiance entre pouvoir public, citoyens, professionnels de la santé et de l'environnement? Est-ce qu'il existe aussi des façons de mieux gérer les crises sanitaires environnementales qu'on l'a vu dans les cas que vous avez évoqués? Oui, bien sûr, hein. Donc, à travers ce travail d'analyse hein, qu'on vient d'évoquer, mais donc on a vu d'autres crises, comme le disait Fabien, en particulier légionelles, mais aussi les crises industrielles hein, liées aux accidents industriels, qui sont intéressantes à analyser également. On a vu là une vraie progression, hein, donc à travers en particulier les plans Céveso, hein, donc les directives Céveso qui sont devenues des directives européennes. Donc on voit qu'il y a effectivement eu une évolution et que on peut se dire que malgré tout il y a les outils pour pouvoir gérer les crises. Mais ce qui nous est apparu, malgré tout, pour en particulier rétablir la confiance du public, parce que ce qui est apparu vraiment clairement, en particulier avec les dernières crises qui sont quand même mieux gérées que les précédentes, c'est qu'il y avait une perte de confiance du public vis-à-vis de la parole politique, mais aussi vis-à-vis de la parole des experts et de la parole des médias. Hein. Euh, donc, ce qui nous paraît vraiment essentiel à tenter de rétablir, c'est cette confiance. J'écoutais donc il y a très peu de temps à la radio le professeur Rosan Vallon, hein, qui vient de sortir un livre sur la démocratie et qui évoquait la démocratie invisible qui est la confiance. Hein. Et donc, dans ce que nous avons évalué, c'est aussi ça qui nous a paru vraiment essentiel à rétablir, la confiance du public et le lien entre le public et les experts, les scientifiques, les médias et les politiques. Alors pour cela, il nous semble que la mise en œuvre de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire participative dans notre domaine est essentielle. Hein. Elle doit permettre au public de s'approprier la parole scientifique. Et on a même imaginé qu'il pouvait y avoir, parce que c'est pas toujours évident, hein, de comprendre ce que disent les scientifiques, des courtiers de connaissances. Hein. Ça s'est mis en place aux États-Unis. En France, ça commence. Hein. Et en Europe, ça commence. Et des gens qui seraient plus liés, et c'est aussi votre métier de journaliste, hein, qui auraient une bonne connaissance scientifique, bien sûr, des sujets, mais qui seraient capables de les traduire de façon plus claire vers le public pour avoir une meilleure communication. Et donc en retour, il nous paraît vraiment essentiel qu'il y ait une prise en compte
du ressenti de la population sur toutes ces crises et avec une plus forte implication des sciences sociales dans les groupes de travail qui doivent se mettre en place. Et donc, des échanges par le biais des conférences participatives. On a vu qu'il y avait eu une tentative de ces conférences qui avait été réalisée ces temps derniers, en particulier sur la crise climatique, mais aussi sur la fin de vie, hein. Mais il ne faut pas que ensuite, quand à la suite, enfin, dans ces conférences, on fait des recommandations, elles soient mises ensuite sous le boisseau, dans un tiroir et que on n'en tienne pas compte, hein. Ça, c'est la pire des choses pour que la confiance ne s'établisse pas, hein. On l'a vu en particulier avec la conférence sur le climat, hein, qui avait été donc enfin, où les conférences, enfin disons les participants avaient vraiment, excusez-moi, travaillé tout à fait sérieusement. Alors, un autre point que je voulais évoquer, c'était le développement des systèmes d'alerte en sachant recueillir les signaux faibles, hein. Et donc au niveau du terrain, parce qu'il faut mieux prévenir que guérir, hein. Et tenir compte en particulier des signaux qui viennent des scientifiques à travers les publications. Excusez-moi, je perds ma voix. Et donc, je vais Je, passer la parole à oui, Fabien en espérant la retrouver je reprends, voilà, repose ta voix. Moi, je vais poursuivre finalement par rapport au constat et effectivement de rétablir la confiance. Alors, on a évoqué des crises sanitaires environnementales et pourtant, dans notre pays, il existe depuis 2004 des plans santé-environnement, des plans nationaux santé-environnement qui sont déclinés dans les régions en plans régionaux santé-environnement. Il y a même le plan parisien de santé-environnement, on en est au deuxième à Paris et on est au quatrième plan santé-environnement. Et pourtant, donc, on pourrait dire, ben voilà, on a pris en compte les aspects de santé-environnement en France. Il y a une réunion de toutes les parties prenantes dans le groupe santé-environnement, mais qui n'a pas de structure officielle. Et pourtant, on s'aperçoit qu'avec tous ces plans, toutes les actions qui sont données dans ces plans, ben, c'est souvent mal financé et pas opposable du tout parce qu'il n'y a aucun aspect juridique dans ces plans santé et environnement. Et donc on s'aperçoit, dans l'étude que nous avons faite au Conseil de santé publique sur l'évaluation des trois premiers plans santé et environnement, en suivant d'ailleurs des actions, la même action finalement d'un plan à l'autre, on s'aperçoit que certes, il peut y avoir des progrès, mais il reste encore des sujets qui ne sont pas encore complètement développés. On a, dans ces évaluations des plans santé-environnement, on a parlé de la pollution atmosphérique extérieure, l'évolution, on a parlé des environnements intérieurs avec la qualité de l'air intérieur, du saturnisme, de l'insalubrité de l'habitat et du problème du radon. On a parlé des substances chimiques émergentes. Voilà, donc tous ces sujets-là ont été évoqués dans l'évaluation de ces plans santé-environnement pour s'apercevoir ben, qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir, et en particulier vers le monde industriel, où on a trouvé que la règle pollueur-payeur pour les industriels devrait être peut-être encore mieux appliquée. Alors, je vais terminer rapidement sur d'autres points, en particulier la coordination, notamment des services de l'État. On s'aperçoit des difficultés de coordination. Les ministères, finalement, ont tous leur, leurs besoins, leurs attentes et leurs actions, mais souvent il n'y a pas une très bonne coordination entre les services de l'État. Et je terminerai, et puis je laisserai aussi Francine reprendre cette partie-là, c'est le rôle des médias, puisqu'on est devant des journalistes de l'environnement. Le rôle des médias qu'on a constaté, on a un petit chapitre, enfin un paragraphe, pardon, sur le rôle des différents acteurs dans ces crises sanitaires environnementales, et donc un paragraphe sur les médias, le rôle qu'elles ont à jouer, et peut-être ça pourrait être aussi l'objet de notre discussion pour éviter ben, les dérapages qu'on a pu connaître
au moment de ces crises. On a cité dans le livre quelques exemples au niveau des médias. Voilà, peut-être Francine, tu peux conclure sur notre partie Oui, si tu veux y alors, revenir là, j'ai retrouvé ma par voix. rapport, voilà, par rapport à Donc, ces différents points oui. d'amélioration qu'on pouvait proposer. Oui, donc effectivement, le rôle des médias, et surtout ces dernières années, a été vraiment essentiel dans ces différentes crises, hein. Et il nous paraît vraiment important qu'il y ait bon, en fait une déontologie comme nous l'avons, nous, pour ce qui concerne les experts, hein, où nous devons donc avoir des déclarations publiques d'intérêt que donc dans le domaine des médias, il y ait cette déontologie. Nous avons vu pour les médias sérieux comme les vôtres, il n'y avait pas trop de soucis. Mais il y a par contre d'autres médias où les fake news donc, peuvent circuler sans aucun contrôle et ça nous paraît vraiment très inquiétant, hein. Et ça s'est monté en puissance au cours des dernières années. On l'a vu, par exemple, donc pour le développement du vaccin à ARN messager, hein, des informations complètement farfelues sur donc les dangers, soi-disant dangers de cette vaccination qui a permis quand même de se sortir grandement de la crise Covid, hein. Mais c'est pas vrai seulement pour cela, hein. Donc il y a dans le domaine en particulier de la santé environnementale, des fake news qui se développent à grande vitesse et pour lesquelles vous avez certainement une possibilité de jouer un rôle important. Alors je voudrais aussi signaler un autre point qui nous est paru concernant le rôle de l'État, hein. Ces derniers temps, à chaque fois qu'une crise apparaissait, hein, ça a été vrai pour la crise Covid-19, mais ça a été vrai aussi pour Lubrizol, hein, eh bien, on crée un conseil scientifique. Or, il y a tous les éléments en France, avec les agences en particulier, les comités, les hauts comités, pour traiter les problèmes à condition qu'ils soient bien coordonnés. Le fait de créer une nouvelle instance bon, pour répondre à une question cruciale qui arrive ne nous paraît absolument pas être une bonne idée. Et au contraire, ça crée des problèmes avec les agences qui sont là pour intervenir sur ces sujets. Alors, nous sommes Merci prêts à beaucoup. répondre à vos questions. Merci à Merci. vous deux. Ben, on va tout de suite rentrer dans le vif de la séance de questions-réponses. Moi, j'avais une première question. C'était que je poserai à Fabien Squinadi. Vous évoquiez tout à l'heure, et avec raison, au moment de la Covid-19, la présence sur beaucoup de plateaux de télévision et de radio d'experts autoproclamés. C'est une réalité et on le voit dans beaucoup d'autres sujets, que ce soit le climat ou la biodiversité, malheureusement. Ce qui est compliqué aussi pour des journalistes sérieux, c'est quand on voit aussi des scientifiques prendre la tangente. Je veux dire par là, on a vu, pour ne pas le nommer, le professeur Raoult, qui était jusqu'à présent un scientifique réputé et reconnu, en tout cas dans sa partie, prendre enfin, un chemin qui était complètement anti-scientifique. C'est arrivé dans le climat aussi avec Claude Allègre il y a quelques années. Donc ça, pour nous, c'est une vraie difficulté parce que on n'a pas forcément, en tout cas au départ, la capacité de détecter le départ en vrille, en quelque sorte. Hmm. Alors, vous avez raison. En fait, au Conseil de la santé publique, nous ne pouvons pas communiquer tant que nos avis ne sont pas publiés. Alors, c'est une règle, hein, au niveau du Haut Conseil, c'est pareil pour les autres agences. Donc, on ne peut parler que de nos avis que lorsqu'ils sont publiés, mais pas en cours, des avis en cours, etc. Donc, on est effectivement, on voyait des personnes, alors qu'on travaillait sur le même sujet, je voyais à la télévision des personnes parler de manière erronée de ce que nous étions en train de préparer. La différence aussi, c'est que nous avons des comités d'experts.
pour donner l'exemple, puisque Francine a été présidente de la commission spécialisée risques liés à l'environnement que je préside aujourd'hui au Conseil de la santé publique, nous avons autour de la table un grand nombre d'experts d'horizons très différents, où on partage évidemment des sujets, donc des demandes qui nous sont faites par le ministère, et nous prenons aussi dans les groupes de travail d'autres experts. On n'a pas forcément tous les experts au sein de la commission, on prend d'autres experts qui sont les plus compétents dans un domaine pour donner la réponse la plus adaptée à la question qui nous est posée. Et en fait, donc, c'est un petit peu, il y a ce décalage où vous avez des comités d'experts qui travaillent ensemble, qui regardent la littérature, qui argumentent leurs recommandations, parce qu'il y a pas mal de considérants, d'arguments qui sont donnés pour faire une recommandation. Donc, ça s'appuie finalement sur des aspects scientifiques, et vous entendez quelqu'un qui donne une opinion. Il y a une différence entre une personne qui donne son opinion et un groupe d'experts qui travaillent et qui donne donc un avis circonstancié sur telle ou telle réponse. Voilà. Et donc, nos avis ensuite ont été évidemment très largement diffusés au sein des ministères, mais bon, je regrette que à cette époque-là, on n'ait pas plus eu l'occasion de venir sur les plateaux pour parler de nos avis. On considérait que nos avis étaient transmis au ministre de la Santé, que c'était lui d'en parler. Je trouvais que les experts auraient pu s'exprimer. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, il y a eu une certaine frustration en matière de communication de nos avis. Alors, il y a le CNRS qui fait souvent ça avant de grands événements scientifiques, c'est de diffuser en amont à la presse une liste d'experts précisément qui peuvent être contactés rapidement pour réagir, commenter un sujet. Et ça, pour nous journalistes, c'est très pratique parce on ne sait pas toujours finalement non plus à qui s'adresser, surtout quand une crise s'appuie sur des événements un petit peu nouveaux. Il y a une question de Clara Despaces. Oui, bonjour. Moi, la question que j'avais, quand même, on reparlait de l'affaire de Didier Raoult, c'est quand même qu'il faisait partie du conseil scientifique chargé de formuler les recommandations en matière de Covid. Donc, c'est d'autant Il n'a plus, pas été c'était d'autant longtemps, hein. plus. Il n'a pas Non, été il n'a pas longtemps, été longtemps. Mais hein. par contre, sa réputation et sa renommée de membre du conseil scientifique a quand même perduré. Et par la suite, on a quand même eu aussi une visite d'Emmanuel Macron avec Brigitte Macron à l'IHU de Marseille, comme si ça validait en quelque sorte l'hydroxychloroquine. Donc c'est quand même très difficile pour les journalistes d'avoir un avis éclairé sur la question quand on voit que les représentants du gouvernement sont les premiers à propager les fake news, quoi, hein, parce que sur le port du masque, Oui. Alors, c'est pareil. oui, je voudrais juste intervenir. Effectivement, Oui. bon, je suis biologiste cellulaire et moléculaire et toxicologue. Et Didier Raoult était considéré comme pour les scientifiques comme un virologue de très haute qualité, hein. Effectivement, il a fait il a fait des recherches avec son équipe qui étaient tout à fait importantes dans le domaine de la virologie. Et son dérapage a été relativement récent, effectivement. Et vous avez raison que les politiques l'ont soutenu pendant un moment jusqu'à ce qu'il y ait en fait un repli associé au fait que donc on a pu démontrer que la chloroquine n'avait aucun effet. Il était peut-être convaincu, hein, donc c'est pas impossible, parce que donc il y a des scientifiques qui peuvent donc dériver vers en fait des croyances, hein. Ça, c'est pas le premier cas hein, de ce type, hein. J'ai envie d'ajouter, si je peux me permettre, quelque chose, parce que vous aviez commencé à évoquer un aspect que je trouve était très intéressant. Vous n'avez pas eu le temps de le développer à cause de votre voix. C'est le développement des signaux faibles.
Alors, justement, est-ce que oui. les critiques qui ont été formulées très tôt par de jeunes biologistes qui ont étudié les publications de Raoult, vous voyez qu'il n'y avait rien de scientifique, aucun argument très probant dedans. Est-ce que c'est ça que vous mettez dans les signaux faibles ou... Ça peut être ça, c'est plus large que ça, hein. Donc, il y a actuellement une grosse réflexion sur comment donc recueillir les signaux faibles et faire en sorte qu'on puisse voir ceux qu'il faut prendre en compte, qui peuvent être donc à l'origine ensuite d'une crise, et ceux qui ne le sont pas. En particulier, donc j'appartiens, comme ça a été dit, par tout à fait au début, au groupe d'experts qui a été mis en place auprès du département environnement, santé, travail de la Santé publique France. Et c'est un des points qu'on nous a demandé de mettre en place, mais Santé publique France a déjà des structures qui permettent de recueillir les signaux faibles à partir du terrain. Alors, le terrain, ça peut être les publications, effectivement, hein. Et donc, c'est très important, et nous le détaillons dans le livre, c'est très important qu'il y ait une veille sur les publications scientifiques qui se fasse de façon beaucoup plus sérieuse qu'elle ne se fait actuellement, hein. Il y a énormément de publications qui sortent en permanence. Il y en a qui sont de grande valeur et d'autres pas. Il faut faire le tri entre tout ça. C'est du travail à temps complet, hein. Et donc, dans le livre, nous évoquons cet aspect à côté de cette histoire de courtier de connaissances, qu'il y ait un vrai travail de veille sur donc les publications scientifiques, celles qui apparaissent dans les revues à comité de lecture, mais aussi la littérature grise, hein. Et les scientifiques ne sont pas tous en mesure de suivre tout, hein. Ils le suivent dans donc un domaine en général très pointu, de plus en plus pointu. Et or, il faut avoir un peu une vision d'ensemble, surtout dans ce domaine de la santé environnementale. Et Et, et c'est donc, ça vrai va être que dans les systématisé, c'est ça? publications de Raoult, parce qu'ils ont publié Ouais. tellement que c'était pas possible qu'elles soient toutes valables, hein. Ça, c'est une équipe. Enfin, là, il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde, hein, donc dans son équipe, mais qui publie des centaines de publications tous les ans. C'est pas réaliste, ça, hein. Donc, ça n'arrive pas dans la vraie vie scientifique, hein. Donc, il y avait des réplications de publications, certainement. Je m'engage là, mais parce que j'en sais rien vraiment, mais c'est ce que j'ai pu lire, hein. Donc, ça, Oui, c'est ou des publications dans lesquelles important. il avait juste à poser son nom, mais qu'il n'avait Ah oui, mais ça, absolument c'est pas souvent à le cas, valider. Ouais. hein. À Pour ceci bien dit, connaître le milieu scientifique, vous savez, c'est souvent le directeur de service qui signe en dernier, et c'est pas forcément. Il n'a pas toujours, malheureusement. Et il faut le voir, vu de très près comment se sont développés les travaux, hein. Il y a un exemple très clair qui s'est passé donc vous en avez peut-être souvenir, c'est l'histoire de la mémoire de l'eau, hein, qui a été Oui. absolument, disons, fatale à un très grand scientifique, benveniste, hein, et qui a cru une publication d'une de ses élèves et il n'avait pas vérifié en fait le travail. Une Ouais, question, ouais, bien sûr. une question d'Esther Amar sur les courtiers de connaissances. Ah oui, on nous a un peu reproché, pour ceux qui ont relu avant la publication, d'avoir traité de ça en considérant que c'était vraiment pas important. Mais ça nous a paru quelque chose d'intéressant. Euh, Moi, j'ai participé à un colloque il n'y a pas si longtemps, donc dans le cadre de la région Île-de-France, hein, où il apparaissait que la l'ARS Île-de-France avait tenté de mettre en place cette procédure, enfin, disons, des courtiers de connaissances au sein de l'ARS pour donc justement permettre une meilleure communication. Je ne sais pas où ça en est actuellement, mais j'ai vu deux jeunes gens qui venaient présenter leurs travaux à ce sujet. Et Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des espèces oh, de mais ce sont médiateurs scientifiques? Ce sont... des jeunes, enfin, c'est souvent donc après donc
thèse, éventuellement, hein, de master, c'est pour ceux qui s'intéressent à la communication de se trouver peut-être dans des grosses équipes, voire dans des agences, comme c'est le cas pour l'ARS, hein, euh, pour aider à une meilleure communication scientifique. C'est comme cela que je l'ai compris, en tout cas. Oui, Y a-t-il en d'autres fait, c'est questions? prendre en compte les connaissances scientifiques et les vulgariser, en fait. Oui, Voilà, parce que c'est un c'est vrai travail de vulgarisation. qu'il peut y Exactement avoir ce que vous un faites, hein. hiatus, pardon, il peut y Et avoir un hiatus entre les scientifiques qui sont dans leur domaine et puis le public. Et entre les deux, finalement, il faut un petit peu analyser les connaissances et les redonner en termes de communication, vulgariser pour une meilleure compréhension. On le voit bien. Et donc, ça peut être aussi des journalistes qui peuvent faire tout à ce fait, lien entre avec les experts finalement, apprendre auprès d'eux différentes connaissances scientifiques et ensuite faire passer. On a, Francine et moi, beaucoup de contacts avec des journalistes où on donne des informations scientifiques. Nous, on essaye également de les vulgariser, mais en fait, il y a un passage de relais pour que on écrive ou on parle de choses compréhensibles par le public. On voit bien qu'il y a ce décalage entre la science d'un côté, le public. Et tout à l'heure, on parlait de confiance. Je pense que c'est par cet intermédiaire-là qu'on peut avoir la confiance du public parce qu'on lui explique les choses. Et souvent, parce qu'ils ne comprennent pas ce que disent les différents experts, ils vont perdre la confiance. Mm. Dans ce cas, effectivement, merci, docteur Skinazi. Ça répond en partie quasiment à la deuxième question que je posais sur la notion de démocratie invisible, qui suppose un degré de confiance dans les institutions et donc de respect des règles de précaution. D'accord, ben ça répond quasiment. Mais on est d'accord aujourd'hui pour dire, et comme l'a dit aussi Francine, qu'il y a une perte de confiance énorme de la population envers les pouvoirs publics, pour différentes raisons, envers les scientifiques également, les différents experts. Et donc, voilà, on se disait que peut-être les crises qu'on avait connues, il y a aussi enfin, on l'a vu, enfin, pour vous donner un exemple, quand il y a eu la crise de Lubrizol, on a expliqué qu'il n'y avait aucun problème, que c'est pareil pour Tchernobyl. Mm. On a dit à la population, il n'y a rien. Voilà. Mm. Et après, on s'aperçoit que non, c'était pas le cas. Et donc, on perd la confiance. Voilà. Et pour Mm. ne pas effrayer, moi, combien de fois à la mairie de Paris, on m'a dit, on va pas communiquer ça parce que ça va effrayer les gens. Ah ben oui, mais quand ils apprennent après, ça les effraie encore plus, parce qu'ils voient qu'on leur a caché des choses. Et donc on perd la confiance. Et donc moi j'étais partisan d'aller expliquer les choses le plus calmement possible, parce que on peut aussi s'appuyer sur le public pour avancer sur des dossiers. Voilà. Donc on a vu aussi, et Francine a dit, des associations maintenant qui vont au tribunal, on l'a vu récemment avec les épisodes de pollution atmosphérique où deux familles ont obtenu gain de cause par rapport à des maladies chez leurs enfants liées à la pollution atmosphérique. Et on a admis que comme les normes de pollution atmosphérique, le tribunal a admis que les normes n'étaient pas respectées, on pouvait trouver un lien de causalité, c'est la première fois que ça arrive, un lien de causalité entre les problèmes de pollution atmosphérique et les maladies chez les enfants. Bon, ils ont reçu quelques indemnités, mais en tout cas, ça a marqué très fort. Et donc, c'est soutenu par certaines associations maintenant qui, euh, qui vont attaquer finalement directement, porter plainte par rapport à tel ou tel sujet. Et je pense qu'on le verra de plus en plus. Alors, il alors, y a un pour sujet, compléter, pardon, je voudrais juste terminer là-dessus. Il y a un problème de confiance énorme dans les instituts, dans les établissements hospitaliers actuellement au sujet des maladies nosocomiales. On entend tout, le contraire de tout. On ne sait pas réellement si les pouvoirs publics ont pris les mesures suffisantes pour résoudre ou pour réduire au maximum.
les contaminations en milieu hospitalier. J'ai l'exemple très concret d'une personne qui avait été hospitalisée pour un Covid, qui n'était pas vaccinée, hein, mais qui n'est pas décédée du Covid, qui est décédée, et c'est le médecin lui-même qui l'a reconnu, de deux bactéries qu'il a chopées en milieu hospitalier. Donc, et ça, c'était pendant la crise du Covid. Comme quoi, une crise peut en cacher une autre. Oui, Donc, ça veut passer. qu'est-ce que vous auriez à dire sur les maladies nosocomiales qui, là, c'est une crise permanente dont on parle peu, mais et où on ne sait pas réellement quelles ont été les mesures prises? Oui, juste un point sur cela. Effectivement, vous avez raison. Là, c'est un sujet qui a émergé il y a déjà longtemps, hein. Il y a des gros efforts qui ont été faits dans les hôpitaux, hein, vraiment très gros efforts pour lutter contre les maladies nosocomiales. Euh, mais malgré tout, il y a ce qui est caché derrière ça, c'est le gros sujet de l'antibiorésistance, hein. Et le fait qu'on a utilisé, là aussi, sans vraiment prendre les précautions qu'il aurait fallu, des antibiotiques à tout va, conduisant donc, au clonage de bactéries qui sont résistantes quasiment à tout maintenant, et dans les hôpitaux en particulier. Donc, cette question elle n'est pas seulement liée à la façon dont les hôpitaux peuvent traiter en prenant le maximum de précautions euh, vis-à-vis de l'hygiène, les malades, mais aussi au fait qu'il y a cette grosse problématique de l'antibiorésistance. Je Alors, laisse tout à Fabien fait. continuer. Je voudrais dire un mot sur Lubrizol parce que j'ai suivi de près, c'est moi qui ai écrit cette partie-là dans le livre, et je voudrais dire un mot sur les problématiques telles qu'elles ont été, on l'a vu aussi à Santé publique France. Alors Sur Lubrizol. oui. J'ai dit un mot parce que moi je suis un ancien hospitalier. J'ai travaillé d'être à la mairie de Paris pendant une trentaine d'années. J'ai travaillé 12 ans à l'hôpital et mon sujet en tant que microbiologiste, c'était les infections à l'époque nosocomiales qu'on appelle infections associées aux soins. Et effectivement, je me suis beaucoup occupé à mon époque d'hygiène hospitalière et d'antibiothérapie pour soigner les patients. Effectivement, il y a un encadrement aujourd'hui dans les hôpitaux avec donc les CEPIAS, c'est-à-dire les centres de, de coordination des infections associées aux soins, et puis dans des équipes opérationnelles d'hygiène hospitalière. Bon, mais en fait, on s'aperçoit qu'elles sont d'abord peu nombreuses, elles ont des difficultés pour intervenir. Et puis, je pense que, parce que souvent, ces infections sont liées à un déficit au niveau des règles d'hygiène, évidemment, une contamination, c'est que l'hygiène n'a pas été respectée, on a fait une contamination croisée, et on s'aperçoit quand même que dans les hôpitaux, il y a aussi ce manque de personnel. Et donc, quand on est dans ce type de situation, les règles d'hygiène parfois peuvent être pas toujours appliquées comme on le souhaiterait malgré les protocoles que l'on fait. Là, j'ai un gros travail aussi en ce moment au Conseil de la santé publique sur un guide qui va être publié sur les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Là aussi, il y a des règles à respecter qui sont pas toujours bien respectées. Donc voilà, donc on s'aperçoit, et comme l'a dit Francine, ces bactéries souvent sont multirésistantes aux antibiotiques, mais c'est souvent un problème d'hygiène et de problème de personnel, peut-être par manque, pas forcément de moyens, mais par manque de nombre de personnel suffisant pour éviter ces risques infectieux. Mhm. D'accord, merci beaucoup. En matière de confiance, ça peut représenter un vrai souci. J'entends régulièrement des personnes disant il faut à tout prix éviter d'être hospitalisé. Ça peut aller jusque-là, hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les antivax, il y a aussi une défiance comme ça vis-à-vis des établissements. De cette crainte, de Ouais, cette crainte d'être opéré, par exemple, dans un exactement. hôpital, et d'avoir cette crainte du public vis-à-vis d'une infection ou d'une surinfection. Et effectivement, je peux tout à fait comprendre. Et je partage avec vous le fait que euh, pas mal de personnes se posent des questions, en fait, sur l'organisation des hôpitaux.
Ne parlons pas des urgences, hein. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'aller aux urgences dans un hôpital parisien. On voit très très bien que les très grandes difficultés d'organisation et de prise en charge. Bon, c'est tous les jours que l'on parle et on n'a pas encore tout à fait résolu les problèmes, évidemment. Mhm. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ou interrogations? Je voulais Oui. revenir sur le cas Lubrizol que j'ai regardé de très près et qu'on a étudié aussi de près à Santé publique France. Euh, En fait, les protocoles qui doivent être mis en place après un accident, comme ça a été le cas à Lubrizol, ont été suivis correctement. Ce qui s'est produit, c'est que, d'une part, c'est le préfet qui a voulu donc vraiment faire en sorte que la communication soit contrôlée par la préfecture, avec les conséquences que vous évoquiez tout à l'heure. Et d'autre part, il y a eu, comme je l'ai évoqué sur le cas de Covid-19, la mise en place d'une cellule disons, au niveau du gouvernement, puisque la question est remontée jusqu'au gouvernement, pour aussi suivre pour poursuivre la crise Lubrizol. Et cette conjonction a créé vraiment une confusion, alors que les acteurs de terrain avaient fait quand même assez correctement leur travail, hein. Parce que, à la différence de ce qui s'est passé par exemple à AZF, où il y a eu des morts, là, vraiment, à Lubrizol, il n'y a pas eu du tout de mort. Et le niveau de contamination tel qu'il a été évalué par l'INERIS, aussi par donc, les experts qui sont venus sur le terrain pour faire les mesures, bon, ne posait pas vraiment de problème sanitaire. Ce qui a été mis en place, c'est une étude épidémiologique qui a été suivie par Santé publique France, qui a été correctement mise en place. En plus, il y a un comité de dialogue, comme ce que j'évoquais pour les groupes participatifs, qui aussi a été mis en place après la crise pour faire participer le public. Mais là, ça a été court-circuité en quelque sorte. Donc, il faut absolument qu'il y ait cette bonne coordination au niveau donc de tous les services de l'État pour éviter que finalement, alors il y avait eu des efforts réels qui avaient été faits pour que la crise soit gérée correctement, le problème c'était avant la crise, hein, ça n'aurait pas dû se produire cet accident. Il y avait donc c'est là qu'il y a eu vraiment des dérives sans doute qui ont été faites, en particulier le fait que on ait laissé donc stocker sans étude réelle de terrain des produits qui potentiellement étaient des produits inflammables et dangereux, hein. Et là, il y a eu réellement une dérive, hein. Mais après la crise, en la regardant de très près, en l'analysant, je me disais, bon, la directive Céveso 3 a été quand même assez correctement suivie. On a fait vraiment des efforts par les différentes instances, ont participé, et malgré tout, il y a eu une défiance terrible qui s'est mise en place. Donc, il y a eu des demandes d'analyse alternatives qui se sont faites, enfin, etc. Voilà, donc c'est vraiment associé à une cacophonie de communication, je trouve, là, ici, au niveau de l'État. Alors, pour les suivis épidémiologiques, ils se font actuellement, hein. Ça continue malgré tout. Donc, il y a des choses qui continuent. On aura donc l'occasion de vous recevoir à nouveau pour les commenter. Sûrement. Est-ce que je peux ajouter C'est une ma petite voix, là, question, ça va. Valérie? Esther, oui, n'hésite pas. Oui, merci beaucoup. Alors, donc l'OMS effectivement a mis à jour la liste des bactéries résistantes aux médicaments en mai dernier, celle qui représente en tous les cas la plus grande menace pour la santé humaine. Il y avait une étude de The Lancet qui annonçait d'ici à 2050 39 millions de morts, rien que ça. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces prophéties apocalyptiques en matière d'antibiorésistance? Est-ce que des mobilisations peut donner à penser que ce serait évitable ou contenu d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? C'est surtout l'étude de The Oui. Lancet.
La difficulté, c'est qu'on fabrique beaucoup moins d'antibiotiques. Moi, j'ai connu une époque quand je travaillais à l'hôpital et quand on avait des bactéries résistantes, on avait toujours en attente un nouvel antibiotique qui arrivait et qui nous réglait le problème et on traitait les patients qui avaient des bactéries résistantes aux antibiotiques habituels avec de nouveaux antibiotiques et on arrivait à s'en sortir, notamment parmi les céphalosporines de troisième génération, les fluoroquinolones, enfin de nouveaux antibiotiques qui sont apparus à l'époque où je travaillais à l'hôpital, donc avant les années 80. Et en fait, aujourd'hui, on a de moins en moins d'antibiotiques. Et donc, effectivement, on arrive à des situations où les bactéries sont multirésistantes et parfois avec des grandes difficultés pour traiter les patients. Et donc, c'est pour ça que le pendant, c'est d'éviter l'infection de ces patients euh, par rapport à des patients fragilisés qui viennent à l'hôpital, qu'il va falloir protéger encore plus. C'est l'hygiène hospitalière, les règles d'hygiène, les gestes barrières, comme on dit, qui peuvent essayer de limiter la contamination, la transmission de ces bactéries multirésistantes. Alors, on essaye quand même de repérer les patients qui arrivent dans les hôpitaux, de faire des tests pour repérer au départ la présence de bactéries multirésistantes et donc ils sont isolés à l'hôpital pour éviter justement qu'ils transmettent leurs bactéries multirésistantes à d'autres patients. Mais c'est vrai que, enfin, vous évoquiez une prophétie, hein, si j'ai bien entendu, d'un nombre inconsidérable de personnes qui seraient touchées. Oui, mais vous savez, on pourrait faire le parallèle aussi avec le problème de l'allergie, où l'OMS dit que d'ici 2050, une personne sur deux sera allergique. Et on voit bien aussi, on n'en a pas parlé dans notre livre, mais c'est aussi une crise sanitaire environnementale qui est en train aujourd'hui de se produire avec le changement climatique, parce qu'on a de plus en plus de personnes allergiques. Ça a augmenté de manière très importante. On a des allergènes qui se dispersent un petit peu plus en France. Je ne parle pas des virus émergents dans les maladies infectieuses et autres. Et donc, on voit bien que la situation est quand même aujourd'hui peu maîtrisée par rapport à cette évolution inexorable de pathologies infectieuses, de pathologies allergiques dans la population et donc d'aggravation aussi de ces pathologies par d'autres facteurs comme la pollution atmosphérique. Parce que même si en matière de pollution atmosphérique, les niveaux ont baissé, on l'a montré dans notre évaluation des plans santé-environnement, ben, les niveaux qui ont été proposés récemment par l'OMS et qui ont été repris en partie par la dernière directive européenne montrent qu'on est encore loin du compte et que les niveaux aujourd'hui, notamment en particules, hein, PM2,5, sont largement supérieurs aux objectifs de qualité qu'on attend par rapport à ces particules ou au dioxyde d'azote, etc. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour réduire ces facteurs environnementaux, que ce soit les problèmes des allergies, les facteurs infectieux, les facteurs de pollution, de pollution environnementale également. On parle beaucoup en ce moment des PFAS, des métabolites de pesticides. C'est des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement au Conseil de santé publique et on essaye de trouver des parades pour limiter l'impact de ces facteurs environnementaux, mais ce n'est pas simple quand l'industriel, je parle ici des PFAS, ou des pesticides d'ailleurs, donc l'agriculteur, continue à émettre dans l'environnement ces substances. Et donc on essaye de gérer au mieux les situations de qualité d'air ou de qualité d'eau potable, mais de l'autre côté, il faudrait aussi, comme je l'ai dit une fois, arrêter le robinet à la source pour éviter de continuer à polluer notre environnement. D'ailleurs, bon, pour compléter ce que Fabien vient de dire, euh, dans les préconisations que nous avons faites, il y avait donc l'application, vraiment l'application de la règle pollueur-payeur, hein. Donc,
pour cette question effectivement des contaminants de l'environnement, on parle énormément des PFAS, mais il y a aussi les micro-nanoplastiques hein, qui vont poser et qui posent déjà un problème environnemental tout à fait important, mais on pense que ça va poser un problème sanitaire tout aussi crucial parce qu'on retrouve par exemple des nanoplastiques, surtout des nanoplastiques dans le placenta. Hein, comme on peut trouver aussi donc des polluants de l'environnement dans le placenta et dans le lait. Hein, nous avons rendu il n'y a pas longtemps au Conseil de santé publique un rapport sur l'allaitement maternel où il y a une partie qui concernait les polluants dans le lait maternel. Alors ceci donc correspondait aussi à un travail qui a été fait à l'ANSES et qui a été publié. Tout cela a été publié à la fin du mois de septembre. Hein donc par à la fois le Haut Conseil et l'ANSES. Eh bien, si on veut éviter ce type de pollution, il faut effectivement agir à la source. Hein. Nous sommes tous actuellement pollués par toutes sortes de contaminants. Les études de biosurveillance de Santé publique France, mais aussi celles qui sont faites à l'échelle internationale et à l'échelle européenne le montrent de façon très claire. Le lait maternel est pollué. Si on n'arrête pas à la source un certain nombre de polluants, en particulier persistants, l'histoire de chlordécone est caractéristique de ça, hein, eh bien, effectivement, on risque d'avoir dans le futur des gros soucis en termes de maladies chroniques et en particulier de cancer. Hein. Alors, une dernière question de Clara Delpa. Oui, je reviens à la charge sur les pesticides, parce que vous disiez, on a des contaminants dans l'environnement, mais on a l'impression qu'on arrive un petit peu trop tard dans ces cas-là. La contamination a lieu depuis des années et des années, mais il y a aussi des autorisations de mise sur le marché qui peuvent être problématiques et je vois là, on reparle actuellement des SDI-HI, là, les inhibiteurs de la succinate Oui, déshydrogénase, parce que il y a eu des lanceurs d'alerte de l'INSERM et du CNRS, dont une équipe qui travaille activement dessus depuis quelques années, là, l'équipe de Laurent Suc, qui fait un colloque justement jeudi. Et l'ANSES a autorisé et continue d'autoriser ces pesticides en disant qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ne sont pas toxiques pour la santé humaine. Et là, c'est difficile pour les journalistes de comprendre exactement ce qui se passe dans ces controverses qui sont pas que des controverses d'experts, puisqu'elles mettent en jeu aussi notre quotidien. Les pesticides SDHI, si j'ai bien compris, on en trouve absolument partout et ça risque, selon ces chercheurs, de poser un gros problème sanitaire dans les années à venir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces contradictions parfois entre des agences qui autorisent et des instituts qui cherchent et qui découvrent des choses qui devraient remettre en question les autorisations qui j'ai peuvent fait avoir partie, déposées. j'ai fait partie en fait des experts qui avaient été sollicités par l'OPEX, hein, donc l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, il y a maintenant 2, 3 ans, je crois, sur cette question des SDHI. Je ne sais pas si vous connaissez ce rapport qui a été fait par l'OPEX. C'était donc Non, fait. j'ai juste vu le rapport de l'ANSES, Oui, mais donc c'est tout c'est ce que j'ai là, vu. c'est l'OPEX, c'est assez intéressant parce que donc là, toutes les parties prenantes étaient présentes, hein, donc bon, voilà, ils m'avaient demandé de venir en tant qu'expert. Dans le domaine santé-environnement. C'était Cédric Villani qui présidait Hmm. à ce moment-là l'OPEX, donc vous voyez, ça remonte avant les dernières élections largement. Et donc oui, je vous conseille d'aller voir parce que j'avais trouvé que les discussions avaient été intéressantes. Les SDHI, c'est une très grosse famille de fongicides, hein, et Hmm. effectivement qui agissent sur une fonction fondamentale de la mitochondrie. Elle a donc la succinate déshydrogénase, hein, qu'on trouve aussi bien dans les mitochondries humaines que dans celles des champignons. Et alors, bon, c'est des effets de dose qui sont associés, mais c'est vrai pour tous les pesticides, ça. Hein, donc, il n'y a pas seulement les SDHI qui posent ce genre de problème. Hein.
Alors, je connais bien effectivement ces travaux donc, du groupe INSERM. Enfin, c'est l'INRAE d'ailleurs dans le cadre de Madame Huck. Et il y a une unité INSERM aussi, celle de Xavier Coumoul, qui a travaillé là-dessus, sur cette problématique. C'est assez compliqué. On est dans les discussions entre experts. Là, il y a ceux qui disent oui, mais il y a des différences en fait quand même entre la succinate déshydrogénase humaine et celle qu'on peut trouver dans les champignons. D'autres, ils disent bon, c'est pas évident. Enfin, donc il y a tous ces débats et ça, c'est la science qui fonctionne comme ça, hein. Mais donc Bien sûr, mais on a le principe de précaution oui, alors en absolument, théorie. je suis Alors, d'accord, je mm. suis complètement d'accord avec vous. Quand on est dans cette étape de donc où et les chercheurs, parce que là c'est plus les chercheurs que experts entre là, bon, il faut faire la différence un peu, même si souvent les experts sont aussi chercheurs. Là, on est dans le domaine de la confrontation, au bon sens du terme, entre scientifiques, hein, en fonction de différents types d'expériences et de résultats, ce qui est totalement normal dans le domaine de la science. Moi, qui ai fait de la recherche pendant près de 40 ans, hein, je peux vous dire qu'effectivement, c'est comme ça qu'avance la science. Et dans le cas des SDHI, les choses ne sont pas forcément parfaitement claires pour tout SDHI. Et donc, donc les décisions de l'ANSES sont faites à partir de publications qui considèrent comme ayant vraiment fait leurs preuves, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a toutes sortes de publications, hein, donc et on est obligé d'être de plus en plus vigilant quant à l'utilisation des publications. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce rapport de l'ANSES, hein, mais effectivement, il y a peut-être, donc, dans ce cas, comme dans d'autres, à appliquer le principe de précaution. Et si on considère qu'il y a vraiment, donc, malgré tout, des suspicions suffisantes pour qu'il y ait un risque pour la santé, là, c'est plutôt pour la santé qu'au niveau environnemental, parce que effectivement, la problématique des agriculteurs, c'est le développement qui peut être catastrophique pour les récoltes des moisissures. Il faut savoir qu'il y a des moisissures qui produisent des toxines qui sont Mm. largement plus dangereuses que, éventuellement que ces pesticides. Donc, il faut faire très attention. Je pense aux aflatoxines, par exemple, ou d'autres toxines, hein, qui sont extrêmement dangereuses pour la santé et qui peuvent être à l'origine de cancer, hein, un cancer du foie en particulier. Donc là, donc il y a il faut prendre en compte tous ces éléments-là. C'est pas toujours évident, hein, en particulier pour les politiques. On peut comprendre que dans certains cas, quand il y a des polémiques scientifiques, ils aient du mal à prendre des décisions. Mais il faut appliquer le principe de précaution quand on peut le faire, hein. Ça, je suis absolument. Et si on a une alternative, Oui. et si on a une alternative, parce que souvent, Il faut oui, là le problème donc il faut, mais il y a d'autres fongicides qu'on peut utiliser. Bon, moi, enfin, pour avoir vraiment travaillé pendant une période donc sur les insecticides en particulier et donc leur toxicité, bon, j'estime que ces produits sont toujours dangereux. Ils sont toujours dangereux. Et donc, on ne peut pas se dire que leur utilisation est anodine, hein. Oui, Euh, oui, la donc, difficulté, c'est voilà. aussi que les moisissures sont dangereuses. Ouais. Simplement, Mm. comment faire pour qu'il y ait enfin, qu'il y ait suffisamment de production alimentaire pour toute la population? C'est tout ça le problème. C'est compliqué. Merci. Je vous propose de rester sur cette conclusion provisoire. Merci à Fabien Spounazy, merci Franceline Marano.